Bienvenue, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre Eden TV. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce matin de l'atelier d'évaluation et de capitalisation des acquis de l'initiative de la plateforme des organisations de la société civile du Bénin, dénommée Citoyens Veille et Contribue. À suivre, définition des chefs-lieux de département et nomination des nouveaux préfets des 12 départements du Bénin et d'importantes autres décisions. Telles se résume le point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki. En intellectualité, dimanche prochain, les Espagnols retournent aux urnes. Ils voteront pour la deuxième fois à l'occasion des législatives. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce 13h. La plateforme des organisations de la société civile a lancé ce matin l'atelier d'évaluation et de capitalisation des acquis de l'initiative Citoyens Veille et Contribue. Cet atelier intervient après la veille citoyenne et l'observation de l'élection présidentielle de mars 2016. Prévu pour 2 jours au Palais des Congrès de Cotonou, cet atelier réunit différentes structures de la société civile et des personnages d'horizons divers. Voici un extrait de l'allocution à l'ouverture de cet atelier. Avec l'avènement, mesdames et messieurs, avec l'avènement de la plateforme électorale des OSC, il y avait des faiblesses et insuffisances qui ont été constatées tout au long des différentes élections mises en place au Bénin. Entre autres, les OSC avaient toutes les caractéristiques qu'il faut, mais sans jamais être bien et mieux organisées que par le passé. On avait la préparation active des observateurs, la non-professionnalisation des organisations de la société civile en matière d'observation électorale, l'insuffisance et le manque de coordination de moyens pour une observation de longue durée et d'une efficacité aussi. C'est pourquoi il est opportun de renforcer les OSC sur toutes les étapes du processus, de mutualiser les efforts, d'où la pertinence de la mise en place de la plateforme et l'accompagnement observé de tous les partenaires techniques et financiers. Nous nous sommes sacrifiés, certes, parce que le combat était très clair. Gagner, gagner ou gagner, et gagner en paix les élections. Nous voici aujourd'hui réunis pour faire le bilan du travail abattu et tirer les enseignements qui s'imposent, fidèles à notre engagement de tout faire pour tout bien faire. Aucun succès ne doit paraître si grand pour nous posséder au point d'occulter l'insuffisance la plus infime. Les bons points, les moins bons, doivent être mis sur la table et les solutions idoines trouvées pour mieux envisager les futurs rendez-vous électoraux au Bénin. Mesdames et messieurs, je voudrais exhorter donc au courage dans l'évocation de nos insuffisances et des écueils auxquels nous avons été confrontés. Je voudrais vous exhorter à la générosité dans les propositions de solutions pour capitaliser au mieux ce qui a bien marché. Nous ambitionnons de professionnaliser notre plateforme et nous devons nous en donner les moyens en commençant par disséquer nos actions, tout en nous lançant pas des balles. Mesdames et messieurs, je voudrais finir en espérant que chacun de vous ici apportera sa contribution afin que les résultats escomptés soient atteints. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier. Ce journal se poursuit, direction maintenant par le palais de la Marina où d'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, chef de gouvernement Patrice Athanase Guillaume Talon. Entre autres décisions, le choix des chefs-lieux de département et la nomination des 12 préfets des différents départements. Voici un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Makanjou Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil a approuvé les projets de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 10 ministères ci-après. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ministère du cadre de vie et du développement durable,
ministère chargé du plan et du développement, ministère de la Santé, ministère des Infrastructures et des Transports, ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, ministère de la Justice et de la Législation, ministère chargé de la Défense nationale, ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Au thème de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale, le territoire national est découpé en 12 départements dont les dénominations sont connues de nous tous. Je voudrais donc vous donner lecture des localités chefs-lieux de département. Département de l'Aliborie, chef-lieu Kandi. Département du Borgou, Parakou. Département de l'Atakora, Natitengu. Département de la Donga, Djougou. Département du Zou, Abomey. Département des collines, Dassazoumé. Département de l'Ouémé, Porto Novo. Département du Plateau, Pobet. Département du Mono, Lokossa. Département du Koufo, Aplaoué. Département de l'Atlantique, Alada. Département du Littoral, Cotonou. Le Conseil des ministres a pris un décret portant nomination des 12 préfets de département qui représentent désormais le gouvernement dans les 12 départements. Département de l'Atakora, Tchabi, Na, Déré. Département de l'Aliborie, Moussa, Mohamedou. Département de l'Atlantique, Kodia, Jean-Claude. Département du Borgou, Mama Sissé, Moussa, Djibril. Département des Collines, Nohuignon, Tchaïkpon, Donatien. Département du Koufo, Megbeji, Christophe. Département de la Donga, Biao, Aïnen, Suleiman, Eliassou. Département du Littoral, Toboula, Modeste. Département du Mono, Zissou, Komlan, Sénan. Département de l'Ouémé, Apiti, Joachim, Marie-Florence, Marie-Flores, Vignon. Département du Zou, Couton, Aimé, Firmin. Rappelons que le préfet du département du Plateau a nom, M. Valère Seton-Noubo. Poursuivons maintenant dans un tout autre registre, le registre éducation. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2016 ont terminé ce mercredi les compositions dans les différentes épreuves écrites selon les séries respectives. Certains candidats du centre de composition du CEG Bégamet Cotonou ont livré leurs impressions au micro de Horacia Djodi et Romaric Devoshi. Suivez plutôt. Je crois que ça a été un peu abordable aussi, ça a été aussi difficile. D'un côté parce que c'était pour la première fois, on n'était pas habitué à ce genre de trucs. Mais on va rendre grâce à Dieu. C'était pour la première fois qu'on compose le bac, on n'était pas habitué à ce genre de composition strict. Comme ils étaient, à l'école ils n'étaient pas aussi stricts que ça, quoi. Ici ils étaient stricts, ils disent d'aller vite déposer les trucs, les affaires. Dans les matières de base, notre matière principale, maths, physique, c'est dans ça que j'ai rencontré beaucoup de difficultés en fait. Je crois que ça a prouvé en tout cas. Au regard de tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été du tout mal quand même. Ça a été un peu facile plus que nos attentes. Donc, c'est pourquoi il y a ce sourire-là. Non, pas dans tout. On ne peut pas tout faire. Il y aura plus de réussite cette année que l'année passée. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Tout était parfait, l'heure, tout était exact.
Il n'y a pas eu de retard ni de décalage, il n'y a pas eu d'incidents, de problèmes, rien de tout ça. Et les épreuves aussi étaient plutôt abordables. Donc toi, tu n'as pas rencontré du tout de... Bon, je peux dire physique, j'ai quelques problèmes, quelques soucis, mais à part ça, Et au-delà de ces soucis, ça promet. ouais, ça promet. J'aurai mon bac. Et on vient de finir l'examen et puis bon, en grâce quoi, c'est tout ce qu'on peut dire. L'élève moyen pourrait quand même s'en sortir et tout donc. Retour en politique, le gouvernement de la rupture ne cesse de prendre des mesures pour réduire le train de vie de l'État et favoriser la trésorerie publique. Plusieurs actions ont été menées en quelques mois de gouvernance pour réduire les dépenses de l'État. Mais quelle analyse peut-on faire de cette politique du nouveau départ? La réponse est dans un commentaire signé Fréjus Séoulan. Depuis le 6 avril 2016, avec Patrice Talon, le Bénin a l'air de nouvelles réformes qui induisent une réduction du train de vie de l'État. Le contexte oblige, le nouveau gouvernement a hérité de celui du président Boniaï de l'eau passif, dont le cas le plus significatif est la dette intérieure du Bénin, estimée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Dès lors, la rationalisation des ressources de l'État devient un impératif pour le président et son gouvernement. Du coup, les mesures drastiques s'enchaînent. Diminution du nombre de portefeuilles ministériels, suppression de certains postes dans les ministères et de certaines institutions budgétivores, suppression de per diem, suppression de contrats avec les médias, suppression de certaines ambassades. En moins de 3 mois, ces mesures auront permis d'économiser plusieurs centaines de milliards au Bénin. Mais pour certains observateurs, le gouvernement peut mieux faire. Moi, je ne pense pas que c'est les meilleurs endroits. D'abord, la réduction devait commencer par le nombre de portefeuilles ministériels. Parce que passer de 28 ministres à 21, je ne vois pas encore trop de changements. Aujourd'hui, vous avez des véhicules V8, véhicules dans un pays comme le Bénin où nous n'avons pas de route, on n'en a pas besoin. Ce sont des véhicules qui coûtent près de 90 millions, 100 millions parfois, que l'administration béninoise utilise. Les véhicules administratifs continuent à circuler même hors mission. Vous les voyez après 18h30, également après 12h30 circuler sans que personne ne soit inquiété. Cependant, certaines décisions, à l'instar de la suppression des institutions budgétivores, sont justifiées. Si l'ambassade n'arrive pas à atteindre cet objectif économique, c'est-à-dire améliorer les échanges entre son pays et le pays hôte où il réside, où il exerce sa fonction, ce n'est pas intéressant. Et à partir de ce moment, ça fait des charges inutiles qu'on génère. Et quand on les supprime, on ne peut qu'applaudir. Si en général, la volonté de réforme du président Patrice Talon est appréciée, des doutes planent quant à l'endurance du chef de l'État de poursuivre ses actions dans le temps. C'est déjà une très bonne chose que de commencer. Il faut l'encourager. Mais je ne sais pas s'il va maintenir le cap. Il va pouvoir maintenir le cap. Parce que les premiers résistants, les premières résistances, je vais dire, viendront de l'administration. Parce que toute situation irrégulière, il y a toujours des gens qui en jouissent. Donc quand il va commencer, ceux-là qui vont commencer par lui mettre les bâtons dans les roues, c'est encore les jouisseurs. Cette même politique de réduction du train de vie de l'État a amené le gouvernement à revoir à la baisse le budget de l'État exercice 2016. Le projet de loi de finances rectificative introduit à l'Assemblée nationale prévoit un collectif budgétaire de 1423,487 milliards de francs CFA, soit une réduction d'environ 130 milliards de francs CFA par rapport au budget initial. L'actualité se poursuit loin des frontières de l'Afrique. 6 mois après un scrutin qui n'a pas pu aboutir à la formation d'un gouvernement, les Espagnols retournent aux urnes dimanche prochain. Ils voteront pour la 2e fois à l'occasion des législatives où les conservateurs sont favoris devant le nouveau parti anti-austérité Podemos qui supplanterait le Parti socialiste comme première force d'opposition. Reportage. 6 mois après, les Espagnols retournent aux urnes dimanche. Les législatives de décembre dernier ont mis fin au traditionnel duel Parti populaire-Parti socialiste. Avec l'irruption de Podemos à gauche et de Ciudadanos au centre droit, plus de majorité absolue et les négociations n'ont pas permis de sceller des alliances. Depuis, le Premier ministre sortant Mariano Rajoy expédie les affaires courantes et c'est à nouveau sa formation, le Parti populaire, qui devrait arriver en tête. Si le vote modéré s'unit autour du Parti populaire, les radicaux et les extrémistes perdront. Et le bon sens, l'équilibre et la modération gagneront. La modération contre l'extrémisme. Pour le PP, le danger vient de Podemos.
C'est la nouveauté de cette campagne, la percée du parti antilibéral, allié aux écolo-communistes de Izquierda Unida. D'après les sondages, la coalition Unidos Podemos devrait devancer le Parti socialiste. Il y a deux options. Je crois que le Parti socialiste va devoir choisir. Ces deux options sont très claires, soit un gouvernement avec le PP, soit un gouvernement du PSOE avec Unidos Podemos. Mais les socialistes ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec Podemos. En mars, allié avec le centriste Albert Rivera, Pedro Sánchez a tenté l'investiture au Parlement. La formation de Pablo Iglesias a voté contre. Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte à gauche. Un problème comme Rajoy ne peut pas se résoudre par un autre problème, Pablo Iglesias. La solution est ici, c'est le Parti socialiste espagnol, un changement qui unit. Une division à gauche dont Mariano Rajoy espère profiter pour se maintenir finalement au pouvoir. Pour barrer la route à Podemos, les socialistes n'auront que deux options. Entrer dans une grande coalition avec le Parti populaire et les centristes ou laisser le PP former un gouvernement minoritaire. Le journal s'en va finir, mais pas avant cette dernière information. Le récif de Scarborough, la Chine et les Philippines n'ont de cesse de le disputer. Le conflit dans cette partie de la mer est tel que les pêcheurs philippins sont obligés de se battre pour y exercer leur activité. Reportage. Face à face entre des pêcheurs philippins et des gardes-côtes chinois. Ces images tournées par des pêcheurs montrent le différend entre les deux pays. Nous sommes à proximité du récif de Scarborough. Il est situé dans les eaux philippines d'après Manille, mais chinoises d'après Pékin. Pour l'auteur de la vidéo, qui préfère rester anonyme, c'est avant tout une zone où les gens de son village pêchent depuis des générations. On ne comprend pas pourquoi les Chinois nous repoussent du récif. Il appartient aux Philippines. C'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on nourrit nos familles. La Chine a de facto pris le contrôle du récif en 2012 en y stationnant ses bateaux. Depuis, les pêcheurs affirment qu'ils sont systématiquement chassés de la zone, parfois à coups de canon à eau. Une fois, ils se sont approchés du bateau et ils nous ont envoyé de l'eau. La pression était si forte que ça a cassé les glacières qu'on avait à bord. Alors on est parti. On avait peur. Un de mes collègues a failli sauter du bateau. Pékin revendique la souveraineté sur la majorité de la mer de Chine du Sud, soit plus de 3 millions de kilomètres carrés, en vertu d'une carte datant des années 40. Le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan ont également des prétentions sur la zone. La tension est montée d'un cran depuis que la Chine y a construit des îles artificielles suffisamment grandes pour y accueillir des bases militaires. En réponse, les Philippines ont porté plainte auprès d'un tribunal international affilié à l'ONU. De notre point de vue, cette revendication illégale de la Chine est excessive et expansionniste. Elle n'a aucun fondement aux yeux du droit international. En plus, la Chine mène des actions unilatérales agressives, des provocations en mer de Chine du Sud pour essayer d'imposer ses revendications. Les pêcheurs de la côte, eux, ont besoin de travailler et n'attendront pas le verdict pour retourner en mer. La Chine a de toute façon refusé de prendre part à l'arbitrage et a d'ores et déjà annoncé qu'elle ignorerait toute décision en sa défaveur. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV. Bon appétit.